Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Université Paris-Cité. Je vais, avant de prendre la parole moi-même, laisser la parole à Marie Salin, qui est vice-doyenne recherche de la faculté Société et Humanité. Bonjour, donc pour vous situer la faculté Société et Humanité de l'Université Paris-Cité. Alors, on n'entend pas là? Si, c'est bon. Donc c'est une des trois facultés à côté d'une faculté de santé et de sciences de cette université et à côté de l'Institut de physique du globe et désormais de l'Institut Pasteur, avec qui on est en concurrence aujourd'hui parce que c'est la grosse journée de l'Institut Pasteur au siège. Donc on avait des conflits de loyauté, mais on a décidé de venir à cette journée Palestine. Je voudrais pour commencer remercier les institutions qui ont soutenu cette journée, donc Université Paris-Cité, l'Atrium Humanité et Sciences Sociales, l'URMIS, l'Institut français du Proche-Orient, l'Institut Convergence Migration. Je veux bien sûr remercier les organisateurs, doctorants, postdoctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs qui ont rendu possible ce magnifique programme. Et je veux remercier toutes celles et ceux qui vont prendre la parole aujourd'hui. Et bien sûr, je veux remercier le public présent ici à Paris, vous êtes nombreux, et en ligne. Je tenais à saluer le courage de celles et ceux qui ont rendu possible ce moment partagé. On le sait, toute prise de parole publique sur la Palestine expose. Ceci dit, le courage académique n'a rien à voir avec celui des Gazaouis enfermés à Gaza à l'heure où je vous parle, et certaines des interventions aujourd'hui seront là pour nous le rappeler. Pour travailler moi-même sur des questions de décolonisation dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, je sais bien l'inconfort d'une posture mise au banc par certains, en ce qu'elle confondrait deux choses qu'une prétendue neutralité axiologique nous obligerait à séparer, la science avec un grand S et le militantisme. Je n'ai jamais eu, pour ma part, le sentiment d'être sur une ligne de crête. L'engagement du chercheur n'est pas la cerise sur le gâteau scientifique, il est la condition sine qua non de son travail qui devrait être, selon moi, et je pense que c'est quelque chose qu'on partage à tous, avant tout et toujours un regard critique. Parce qu'il nous faut dépasser les polémiques et les invectives, nous avons en commun de faire un pari, celui de la possibilité pour les sciences sociales d'avoir quelque chose à nous dire sur ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, sans quoi, probablement, ces sciences sociales ne valent rien. À toi, Valérie. Merci, Marie. Les événements dramatiques se déroulant en Palestine-Israël depuis des mois ont induit une mobilisation importante dans des campus universitaires de nombreux pays, dont la France. C'est dans ce contexte que l'Atrium Humanité et Sciences Sociales de l'Université Paris-Cité a décidé d'organiser cette journée d'études pluridisciplinaires, Penser la Palestine à travers les sciences sociales, en partenariat avec l'Institut français du Proche-Orient, l'IFPO, l'IRD Liban et l'Institut Convergence et Migration. L'une des missions de l'Atrium est de fournir une expertise scientifique sur des sujets de société et d'actualité en direction et de la communauté universitaire, mais aussi de la cité de manière plus générale. L'Atrium s'attache aussi à soutenir les initiatives et les projets académiques de jeunes chercheurs de notre université. Cette journée a ainsi été coordonnée par des doctorants et des postdoctorantes spécialistes de la région et un comité d'organisation composé de membres du laboratoire URMIS. Je tiens à remercier vivement tous ces collègues, juniors et seniors, pour leur implication sans faille et pour l'important travail qui a permis la réussite de ce moment. L'objectif ici est de proposer un éclairage de la situation qui s'appuie sur des recherches de longue durée en faisant intervenir des chercheurs et des universitaires en anthropologie, droit, géographie, histoire, littérature, psychiatrie, sociologie, sciences politiques et urbanisme. Dans le contexte actuel, où la démocratie, la liberté d'expression et les libertés académiques sont menacées, l'importance de la tenue d'événements scientifiques sur un sujet si douloureux, complexe et brûlant que la situation au Proche-Orient est plus que cruciale, il est vital. L'obtention d'un cessez-le-feu et l'urgence d'une issue politique au drame intolérable et inique qui se déroule sous nos yeux en Palestine relève de la responsabilité de la communauté internationale qui doit enfin assurer et assumer son rôle dans le respect du droit international et la défense des droits humains. Par ailleurs, depuis le 7 octobre 2023, la polarisation intense n'a pas toujours permis l'organisation de débats sereins sur son sujet. Des manifestations scientifiques ont même été annulées.
L'éclairage par les chercheurs, pourtant si nécessaire et décisif à la compréhension du conflit israélo-palestinien, a parfois été même empêché. Aussi, je remercie vivement la faculté Société et Humanité et la présidence de l'Université Paris-Cité d'avoir permis que cet événement puisse se tenir aujourd'hui dans les meilleures conditions. Loin de certaines polémiques médiatiques stériles et indignes, voire sources de désinformation, nous proposons donc des clés de compréhension fournies par les chercheurs ici présents et sans censure. Cet événement est aussi notable car il inclut la voix de chercheurs et universitaires palestiniennes et palestiniens que nous avons invités et que je remercie chaleureusement pour l'honneur qu'ils nous font de leur présence à nos côtés. Certains vivent en France, 2 viennent de Palestine, d'autres sont en ligne depuis la Jordanie, le Liban et la Palestine. À ce titre, nous tenons à exprimer notre solidarité avec les universités de Gaza, toutes détruites, et celles de Cisjordanie, prises pour cible et attaquées régulièrement, ainsi qu'avec les chercheurs et étudiants soumis à des détentions arbitraires et confrontés à la destruction systématique du système d'enseignement palestinien que l'Organisation des Nations Unies a qualifié de scolasticide. Aussi, je tiens à exprimer notre soutien aux universitaires israéliennes, juifs et arabes, opposés au gouvernement d'extrême droite et activistes de la paix, qui subissent des persécutions, des sanctions, voire sont menacés d'exclusion de leur université. Pour conclure, juste quelques petits points pratiques concernant le déroulé et l'organisation de cette journée. Ce matin, la conférence inaugurale sera suivie donc de la première table ronde. Nous ferons une pause pour le déjeuner vers midi et je vous remercie de prendre vos affaires avec vous, même si l'amphi sera fermé à clé jusqu'à 13h45. Cet après-midi, la journée se poursuivra dès 14h avec 2 tables rondes qui seront coupées par une pause café. À 18h, le président de l'université assurera la clôture de la journée auprès de représentantes du comité d'organisation. Une dernière précision. À la fin de chaque table ronde, le public pourra échanger avec les intervenantes. Mais je vous demande, au vu du nombre de personnes présentes, de poser des questions qui soient courtes ou de faire des commentaires brefs pour permettre au plus grand nombre d'intervenir. Enfin, pour que cette journée se déroule le mieux possible, nous vous demandons que les échanges se fassent dans le respect et l'écoute de l'autre. Merci beaucoup pour votre attention et très bonne journée d'études. Pour la conférence inaugurale, je laisse maintenant la parole à Abaer El-Saka, qui est professeur de sociologie à l'université de Birzeit. Merci Abaer, la parole est à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous m'entendez? Vous m'entendez, c'est bon? Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous, avoir autant de collègues et d'amis. Donc, dans le temps qui m'était accordé, je veux tenter de vous parler d'une lecture de post-octobre 2023 et tenter de penser avec vous comment on peut repenser nos références conceptuelles en sciences sociales. Tout d'abord, c'est un événement historique fondateur. Présenter une lecture de l'après 7 octobre reste une affaire difficile, tant les conséquences de l'événement demeurent floues. Néanmoins, cette date pourrait être déjà considérée comme un événement historique, fondateur d'un nouveau monde qu'on pourrait appeler le monde après 7 octobre. La guerre génocidaire actuelle a augmenté le fossé entre le monde dominant et les autres mondes. C'est autant vrai dans notre région arabe qui paye le prix avec notre sang. L'adaptation des États dominants du monde et de leur appareil idéologique méthodique de récit colonial israélien a permis de découvrir à nouveau le fondement de systèmes éthiques et humanitaires, de révéler l'affritement de récits de droits de l'homme, de lois internationales, des chartes humanitaires et même de ce que, soi-disant, existait la communauté internationale. Cette situation remet ainsi en question les pratiques démocratiques
et de prétendue supériorité occidentale qui semble se limiter au seul droit d'expression et d'organisation des élections. Autrement dit, dans le contexte de l'après 7 octobre, ces droits sont également affrités. Le droit de manifester contre la guerre à Gaza est maintenu, alors que les politiques en vigueur dans les régimes ou dans ces régimes entre guillemets démocratiques ne semblent tenir compte de l'opinion de milliers de gens qui manifestaient contre cette guerre. Donc nous pouvons avancer que nous sommes en réalité au cœur d'une crise de société post-démocratique, pour reprendre l'expression de Colin Crouch, à savoir que l'exercice de droit à manifester et la liberté d'expression est permis en échange de la confiscation des opinions, de leur négligence et de la possibilité pour un groupe restreint de terminer les politiques et les positions. Donc, pour maintenant venir à cette lecture profonde de 7 octobre, en réalité, depuis la naissance du projet colonial sioniste en Palestine, le monde reste incapable de contrer le parti pris envers ses intérêts en raison de la partialité des classes dominantes dans les États dominants en faveur de ces derniers. Dans le même temps, nous assistons aujourd'hui à une reproduction de ces pratiques sur laquelle reposait le projet sioniste lui-même, c'est-à-dire des massacres, de nettoyage ethnique, d'expulsion systématique de populations, des crimes de nettoyage urbain, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre documentés par des données, crimes de confiscation de ressources naturelles, etc. Et donc, la seule différence, c'est que la diffusion de ces actions se fait sur les écrans de télévision en direct comme une incarnation de la société de spectacle. Donc, parmi les conséquences de cette post-7 octobre, tout d'abord, refuser le contexte colonial de l'événement et le déformer. Depuis le début de la guerre génocidaire jusqu'à cet instant, des discours racistes qui évoquent une vieille rhétorique coloniale sont diffusés en public. Les Palestiniens sont des animaux humains. Gaza est une terre de sauvagerie. Nous avons une mission de civilisation. Nous menons votre guerre, et disait le criminel de guerre israélien il y a quelques jours sur un plateau de télévision français. Ces discours sont basés sur une binarité de la sauvagerie contre la civilisation, le monde libre et éclairé contre le monde de ténèbres, et diabolisant bien sûr les Palestiniens, le diabolisant, et toute cette, ce discours et pratique qui appartient en réalité au champ de la pensée critique des écoles importantes, des écoles critiques occidentales, en Europe, en Amérique du Nord. Ils sont presque en accord avec leur histoire coloniale, mais qui ne reçoivent pas l'attention dans le contexte actuel. Ils sont en effet traités comme il s'agit des déclarations passagères émises par certains dirigeants de la ligne dure de l'État d'Israël, et non pas comme une continuité de la mentalité coloniale qui a dominé le monde au cours de ces derniers siècles, qui a été largement étudiée. Donc ces connotations coloniales sont exclues par un processus de diffamation systémique. Celui-ci introduit des approches comparatives du conflit et prétendent la nécessité de la neutralité et de l'objectivité archéologique, tout en excluant les approches considérant Israël comme un État colonial. Malgré l'utilisation de nombreuses méthodes rappelant les atrocités de l'époque coloniale de cet État, mêle le colonialisme traditionnel à des pratiques discriminatoires, racistes, d'apartheid, il semble que ces pratiques de nature coloniale restent prédominantes dans les représentations et les discours dominants des sociétés occidentales.
Certains même ont adopté des positions critiques à l'égard de l'Irak, mais ne l'ont pas fait à l'égard de la guerre actuelle. Autrement dit, ces événements sont considérés comme indépendants de contexte colonial, tout en analysant, mettant en lumière leur continuité, les pratiques systémiques organisées par le régime colonial, inclus son idéologie, ses outils, son armée, qu'on continue à appeler Tsahal, et criminalisée. Donc cette continuité se manifeste notamment à travers les injustices historiques que vous connaissez tous. Donc ce qu'on voit à Gaza, c'est une répétition de passé, c'est-à-dire qu'on reproduit le même chemin des massacres des années 50 à Khan Younis et à Rafah. Donc c'est une sorte d'une continuité d'un Nakba en continu. Donc nous sommes en réalité confrontés depuis le 7 octobre à la chute flagrante de systèmes éthiques de l'épistémologie sélective basés sur la dualité des écoles les plus critiques que nous connaissons depuis plus de 50 ans et que actuellement nous sommes dans une situation assez alarmante. En réalité, ce discours se nourrit de méthodologies, des approches superficielles, ainsi de la domination d'un centrisme culturel dans l'intérêt de la pseudo-singularité de la situation coloniale israélienne, sans lien avec le complexe historique de l'Europe, en plaçant dans une approche transcendante de l'histoire pour certains chercheurs européens. Donc, pour parler de quelques exemples concrets, la guerre actuelle met sur la table la question ce qui a été produit par les poignées de savoir critique occidentales, révélant les positions ambiguës des grands penseurs et des chercheurs que nous avons longtemps cités, nous, dans la région arabe, mais aussi ailleurs, comme nos références conceptuelles en sciences sociales et humaines. Je prends par exemple la déclaration de Habermas qui démontre que sa position en tant que chercheur allemand et occidental contredit ses propres idées et affaiblit l'héritage critique de l'école de Francfort en raison de son manque d'intérêt pour la lutte de peuple contre toute formation d'exploitation économique et de domination coloniale. Cela nous rappelle Jean-Paul Sartre dans les positions contre le colonialisme français en Algérie, exprimées à travers, comme vous connaissez tous, à travers sa préface de livre de Frantz Fanon, et sa théorisation de la violence révolutionnaire contraste avec ses positions sur le colonialisme sioniste. Du même, Lévinas ou Jacques Derrida, pour ne pas citer tous les grands chercheurs, qu'ils avaient deux types de pensée. Reprenons donc Lévinas et Jacques Derrida qui traitent la situation coloniale israélienne comme un cas de conflit entre deux parties qui exigent la cohabitation et l'égalité entre le colonisateur et le colonisé. Et récemment, bien sûr, comme vous avez entendu, donc, le philosophe Zizek qui affirme le droit d'Israël à se défendre inconditionnellement d'un côté, tout en soulignant l'importance du côté, le côté palestinien. Et de la même chose a fait le penseur sud-africain en refusant de blâmer la victime, c'est-à-dire son refus de responsabiliser Israël des attaques de Hamas. Donc, et même on peut trouver dans les pays dominants la mobilisation de concepts comme guerre juste, associé à l'usage de l'expression d'une guerre d'autodéfense par Israël, malgré la jurisprudence qui ne reconnaît pas ce droit de légitime défense à un État colonial et surtout à un État qualifié par le droit international comme un État occupant. Donc, ces positions et des producteurs occidentaux de savoir mettre la victime et le bourreau à égalité nous montrent clairement toute cette limite de cette conception qui se limite au contexte occidental. Donc,
alors maintenant, comment on peut faire, comment on peut réfléchir sur une société coloniale et comment on peut regarder Israël comme un État colonial. Tout d'abord, tous les personnes qui tentent d'utiliser un langage particulier tentent de dire qu'il s'agit d'un État qui exerce certaines méthodes qui sont condamnables, qui ne sont pas acceptables, mais ils ne remettent pas en cause la nature de cet État, qui est un État colonial, c'est-à-dire c'est une structure coloniale, c'est une société coloniale, et c'est une société coloniale structurante, c'est-à-dire qui rend les Palestiniens colonisés, et tout ça pour ne pas effectivement donc critiquer profondément la nature de cet État. Donc, alors comment on peut faire? On peut avancer quelques éléments pour sortir de ce constat et ce complexe épistémique. On peut tout d'abord réfléchir en tant que sociologue, mais aussi plus largement en tant que spécialiste de sciences humaines et sociales. On peut imaginer qu'on peut de nouveau reconsidérer la guerre comme un outil d'analyse, c'est-à-dire que la guerre en tant qu'objet qui nous touche tous, puisque la guerre, elle est là, et réfléchit tout d'abord à partir d'une approche chaldonienne, c'est-à-dire de Ibn Khaldoun, qui avançait dans cet ouvrage que vous connaissez, je suppose, 4 éléments dans lesquels il y a tout d'abord l'idée de vengeance, l'imposition de contrôle et de l'influence, l'agression et l'utilisation de prétextes. Et ces 4 éléments, à mes yeux, correspondent parfaitement à la situation actuelle. Deuxièmement, on peut revenir aux travaux classiques des sociologues qui ont travaillé sur la guerre comme un phénomène social et prendre le travaux de Boutoul qui considère les guerres jouent un rôle central dans les transformations majeures. Et je pense personnellement qu'actuellement, nous sommes dans une société planétaire qui se transforme à cause de cette guerre de 7 octobre. Troisièmement, on peut toujours imaginer que cette guerre génocidaire remet en cause toute la pensée d'une guerre intelligente, d'une guerre de technologie et la théorie qui nous avait avancé certains chercheurs sur le rôle de la modernité. En réalité, toutes les conséquences de la guerre génocidaire actuelle remettent en cause de cette guerre technologique, puisque nous sommes devant une guerre classique qui utilise des méthodes modernes. Et puis, il faut réfléchir au rôle de sciences sociales pour interpréter les éléments essentiels de ces guerres. Et nous savons tous que les sciences sociales, elles sont toujours visées par les politiques. Cela se passait au Japon. Au Japon, le Premier ministre avait déclaré en 2016 il fallait fermer, selon lui, il faut fermer 26 départements de sociologie qui ne servent à rien. Et d'autres, comme en France, Valls, qui a déclaré en 2015 qu'il a marre de chercheurs qui trouvent des excuses ou des explications culturelles ou sociologiques. Je cite donc Valls. Et donc, dans beaucoup de... on sent ces conséquences sur les travaux des sociologues en France et ailleurs.
par des campagnes organisées contre de nombreux universitaires, y compris des sociologues et des spécialistes de sciences humaines et sociales, vise à décréditer leur travail, à critiquer leur approche et même les encourager à démissionner ou à faire de menaces de leur sécurité professionnelle. Donc tout ce contexte nous montre qu'effectivement, parler d'Israël comme un État colonial reste un tabou dans beaucoup de politiciens et de praticiens de la politique. En réalité, revenir à ce que je tente à avancer avant de terminer mon intervention dans peu de temps. Israël, comme je répète, Israël est un État colonial, partage avec le Canada, l'Australie, les États-Unis un État de peuplement, de colonisation de peuplement, c'est-à-dire un État politique établi sur des terres qui appartiennent aux autres et qui nient leurs droits, et avec des processus de déplacement de population, de destruction, de massacres, etc. Et donc, les chercheurs en sciences sociales dans le monde anglo-saxon, ils ont montré un intérêt croissant dans les études post-coloniales et post-coloniales, alors qu'en France, on est encore timide par rapport à ce domaine de recherche. Personnellement, comme d'autres chercheurs palestiniens, on a avancé des recherches sur repenser le cadre conceptuel pour étudier la situation coloniale palestinienne. Donc, beaucoup de chercheurs ont utilisé Spatiocide par Saleh Hanafi, Sociocide par Salah Abdel-Jawad et d'autres termes. Notre cher Elias Reich, qui nous avait quittés il y a un an et demi, utilisait le concept colonialisme interne pour qualifier les Palestiniens d'Israël, que moi personnellement, j'avançais donc une conception dans laquelle considère que sur cette terre de Palestine, il y a deux colonies. Il y a la première colonie qui a été établie en 1948 et la deuxième colonie établie en 1976, c'est-à-dire il y a une structure coloniale divisée en deux temps historiques différents. D'autres chercheurs, ils ont utilisé le concept d'apartheid. Il me semble que ce forme de système juridique vient de Sud-Afrique. Et il me semble qu'il est intéressant, mais je pense à mes yeux cette conception d'apartheid ne correspond pas en réalité à toute la globalité du système colonial. C'est-à-dire on parle seulement de séparation raciale et de séparation de route, mais il ne parle pas de concept global. D'autres avancent le concept d'indigénité, c'est-à-dire intérioriser la condition sociale d'indigène, surtout dans les pays anglo-saxons. Ce concept est encouragé par nos collègues qui sont formés aux États-Unis et en Amérique du Nord, mais à mes yeux, ce concept il est limité puisque ce concept utile pour réclamer des particularités culturelles comme le cas d'Australie et du Canada, et il ne correspond pas à la réalité des Palestiniens de 1948, par exemple. Donc, personnellement, j'avançais le concept de la violence totale, c'est-à-dire que Israël est une structure coloniale et je l'utilise comme un outil d'analyse d'Israël et pour comprendre ce système colonial. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a d'autres concepts qui concernent à dire que c'est pas la violence totale, mais c'est plutôt la guerre totale. Moi, je pense que c'est plutôt la violence totale et pas la guerre totale, puisque la guerre actuelle
effectivement, c'est la visibilité, si vous voulez, de ce processus de la violence totale qui touche toutes les sphères palestiniennes, c'est-à-dire la violence totale par l'État colonial, le mécanisme de contrôle systémique, structurel. Et donc, on peut élargir ça pour l'ensemble, si vous voulez, des composantes, enfin, des pratiques contre les composantes de la société palestinienne, mais aussi, surtout, la vie politique, économique et sociale. C'est-à-dire que cela va de pratiques violentes extrêmes, c'est-à-dire de destruction, des massacres, aux pratiques ordinaires, c'est-à-dire des pratiques liées à des déplacements d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre, l'humiliation quotidienne, etc. Et toute cette violence coloniale a engendré à son tour une violence multiforme exercée par certains Palestiniens dans leur vie quotidienne, comme il a souligné Sylvia Mansour, mais aussi notre cher collègue visé par les fascistes en Israël, Nader Shalhoub aussi. Donc, pour terminer, dans quelques temps, parce que j'ai une demi-heure, c'est ça, on insiste à une déformation conceptuelle. C'est-à-dire que pour comprendre la situation coloniale, il faut la nommer comme elle est, alors que le terme, par exemple, occupation, c'est un terme qui correspond à une partie particulière de processus plus large qui est la colonisation. Donc, et là, on peut poser des questions par rapport au rôle des sciences sociales. Les sciences sociales peuvent-elles se contenter d'un rôle de description des choses sans prétendre des positions sur les conflits moraux et politiques qui divisent nos sociétés? Et pourquoi les phénomènes globaux tels que le colonialisme et son impact sur les sociétés sont-ils décrits et réduits à un seul aspect, et dans ce cas seulement l'occupation? Et donc, pour terminer, il faut revenir à un processus de nomination, pour reprendre l'expression de Lévi-Strauss, qui dit la nomination joue un rôle dans la classification. Donc, ne pas nommer la colonisation par son nom est une sorte d'absence de classification claire qui, à mes yeux, crée des processus de déformation. Cette déformation évidente témoigne de la non-domination de la situation en termes de structure coloniale, c'est-à-dire la capacité à déformer la réalité et à les déplacer vers une autre autre imagination, et créer un modèle artificiel en dehors de la réalité coloniale. Et pourtant, les aspects structurels et essentiels de la colonisation sioniste en Palestine depuis toujours combinent la colonisation et l'occupation. Il ne faut pas oublier l'occupation, mais surtout, il ne faut pas oublier la colonisation, puisque c'est à la nature, à l'origine de cet État colonial. Et je crois que je veux me tenir mes temps accordés. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup Abaer. On va laisser en fait la place à la première table ronde et on échangera et on discutera pour l'ensemble des interventions de ce matin après la première table ronde. Voilà. Merci beaucoup.